Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule. Une capsule, une fois n'est pas coutume, où je ne suis pas tout seul. Je vais lancer dans les semaines qui viennent des capsules accompagnées d'experts de sujets que j'ai envie de traiter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vous faisais des capsules en solo de manière assez régulière, tous les dimanches, sur la démocratisation et la vulgarisation de quelques concepts. Le fait est que je ne suis pas spécialiste de tous les sujets et que je préfère faire intervenir des spécialistes qui le sont au quotidien, qui nous parleront beaucoup mieux et de manière beaucoup peut-être plus simple, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas qui nous parleront de manière beaucoup plus impactante de chaque concept que j'ai envie de traiter sur les capsules. Et puis je vous avoue que moi ça m'évite aussi d'aller me retaper un peu d'années d'études pour aller vraiment emmagasiner le savoir nécessaire pour pas vous raconter des conneries, parce que j'essaie toujours de raconter des choses qui sont assez viables, notamment quand il s'agit de droit. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maître Nuno Montero. Salut Nuno. Hello Julien. Ça va bien ? La forme et toi ? Ouais, ça va, merci. Je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton étude. Donc, avec grand plaisir. Voilà, dans un beau bâtiment avec du cachet. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va traiter d'une capsule spécifique sur le droit de préemption et les différents droits de préemption des locataires. On ne parle pas là de droit de préemption de la mairie, la DIA, etc. On parle vraiment des droits de préemption des locataires. Et moi, ce qui m'intéressait, déjà, c'est peut-être que tu te présentes, parce qu'on risque de faire plusieurs capsules ensemble, et ça serait bien que tu introduises un petit peu qui tu es, ce que tu as fait, et là où tu apportes de la valeur aussi en tant que notaire. Et après, on rentrera dans le vif du sujet sur la partie préemption des locataires. Ok, parfait. Donc moi je m'appelle Nuno Montero, je suis notaire, je suis le fondateur d'un réseau qui s'appelle Mon Notaire Conseil. Le siège se situe ici où nous sommes à Toulouse et nous sommes présents également à Paris et en région parisienne dans le 94, département où moi j'ai exercé en fait pendant une douzaine d'années avant de venir m'installer sur Toulouse en quête de meilleure qualité de vie notamment. On accompagne des clients sur tout le territoire national. On a à peine 40% de la clientèle qui se situe là où sont basées les études et 60% éparpillés sur tout le territoire national. C'est lié aux spécialités qu'on détient au sein de Mon Notaire Conseil, notamment l'accompagnement pour les investisseurs justement. Ok, donc très investisseurs, investissement à l'étranger aussi ? Oui, en fait, c'est lié aux spécialités que détiennent les associés. Alors pour ma part, outre ma casquette de notaire, je suis expert en gestion de patrimoine. Donc en fait, dans chaque dossier que nous traitons, il y a toujours une dynamique de conseil. Une dynamique de conseil dans le cadre d'une optimisation patrimoniale, fiscale également, bien entendu, et également du droit international, car au sein de Mon Notaire Conseil, on maîtrise 6 langues, d'accord, où on est totalement bilingue, ce qui fait que forcément on a développé une clientèle internationale. Et également de plus en plus des investisseurs français qui souhaitent diversifier leur patrimoine et donc commencent à regarder ce qui se passe à l'étranger en termes de rendement, en termes de fiscalité, et ça peut avoir du sens d'investir à l'étranger. Bon, c'est très, très clairement pour ça, pour tout ce sujet investisseur, que effectivement j'avais envie d'enregistrer des capsules avec toi pour que tu puisses justement nous parler un petit peu de différents sujets qui concernent tout le monde, notamment ces droits de préemption, pour rentrer dans le vif du sujet, des locataires qui peuvent être quand même une plaie quand on achète un bien immobilier aujourd'hui. Quand tu es un investisseur, en fait souvent d'acheter un bien avec un locataire à l'intérieur, ça reste quand même un peu une épine dans le pied, parce que on sait très bien qu'un appartement ou un immeuble, ou en tout cas un immobilier occupé, a toujours moins de valeur qu'un immeuble qui ne l'est pas. Comment faire aujourd'hui pour justement bien comprendre le droit de préemption et tous les droits qu'ont les locataires, parce qu'évidemment on ne peut pas déloger un locataire comme ça, c'est normal, les locataires sont très protégés en France, et c'est bien normal aussi parce qu'il y a quand même eu des abus de la part de certains propriétaires. Mais quels sont ces droits aujourd'hui en tant que locataire ? Alors, il est évident qu'aujourd'hui le droit français est très très protecteur des locataires, comme tu le disais justement, et tout simplement il y a un droit au maintien dans les lieux du locataire. Si je suis propriétaire aujourd'hui, je ne peux pas dire à mon locataire, tiens, pars, je vais vendre plus cher, donc je te demande de partir, comme ça je vends libre. Alors, déjà, petit aparté, on dit en droit, ce que le mutuel consentement a fait, le mutuel consentement peut le défaire. C'est-à-dire que si conventionnellement,
on a mis en place un bail. Conventionnellement, on peut défaire ce bail. Ok. D'accord ? C'est-à-dire que, en dehors des cas prévus par la loi, il est tout à fait possible pour un propriétaire et un locataire de négocier une rupture anticipée d'un bail. Ok, de gré à gré. De gré à gré, exactement. Bien entendu, le locataire demandera une contrepartie, ça semble assez évident. Alors, si on n'est pas dans ce cas de figure, si vous souhaitez vendre, vous ne pouvez pas vendre libre lorsque vous le souhaitez. Il y a des délais à respecter. On sait qu'aujourd'hui, si on est une personne physique et qu'on loue en location nue, eh bien, on a un bail de 3 ans. Si par contre, attention, pour tous les investisseurs qui achètent via, par exemple, une SCI ou une SRL, peu importe, une personne morale, le bail, automatiquement, n'est plus de 3 ans, mais de 6 ans. D'accord ? Ok. Et si je veux vendre nu, je dois attendre la fin du bail. Et pour pouvoir résilier un bail, donc bail, loi de 89, location nue, je ne peux pas résilier lorsque je le souhaite. Il faut qu'il y ait un motif. Soit parce que, par exemple, je veux le vendre, soit parce que je vais le récupérer pour moi, d'accord ? Mais en tout cas, je ne peux pas résilier sans motif. Donc, si je veux vendre, c'est assez simple. Je dois envoyer au moins 6 mois avant la fin du bail et ce qu'on appelle une notification à mon locataire pour purger son droit de préemption. Ok. Juste, je reviens sur un truc avant de rentrer dans, on va dire, le rétro-planning justement de ce droit de préemption. Quand tu dis que quand tu achètes en personne morale, le bail vaut pour 6 ans, ça veut dire que par défaut, tu t'engages sur 2 périodes triennales ? Exactement. Ok. Période fixe de 2 périodes triennales et je ne pourrai pas donner congé avant donc les 6 mois qui précèdent la fin de la 6e année. Ok. Donc je suis propriétaire, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, et moi aussi, je suis propriétaire d'un bien en location, qui est loué en location nue. Je sais pas, moi, le bail, on va dire, date, là, l'épisode, on va être sur avril, date d'avril 2023. Donc ça veut dire que fin de période, première période triennale, avril 2026. Oui. Avril 2029 pour la fin de deuxième. Donc si je suis en particulier, je peux donner un congé pour vente, par exemple, 6 mois avant avril 2026. Oui. C'est ça. Par contre, si je suis une personne morale, je peux pas le faire ? Non, il faudra attendre la fin des 6 ans. Ok. Je suis engagé pour 6 ans ferme Ok. lorsque je suis une À personne morale. partir du début du bail. À partir du début du bail, tout à fait. Ok. D'accord. Ah ouais, Ouais. donc tu peux pas le faire sur la première période triennale. Ouais. Ok. Ouais. Intéressant. Ok, donc vas-y, je t'ai coupé sur le congé pour vente. Donc, sur le congé pour vente, comment ça se passe ? En tant que propriétaire, je dois envoyer une offre de vente à mon locataire et dire voilà, je souhaite résilier votre bail pour vendre le bien et j'indique dans cette signification le prix de vente que je souhaite. Et le locataire bénéficie donc d'un droit de préemption. D'accord ? Si le locataire exerce le droit de préemption, il aura l'obligation de signer l'acte de vente, pour ne pas faire poireauter trop longtemps le propriétaire, dans les 2 mois. Et s'il recourt à un emprunt, il doit signer l'acte de vente dans les 4 mois. D'accord ? Ça, c'est prévu par la loi de 89. Dans les 2 mois et 4 mois après quelle date ? À compter du moment où il a accepté l'offre de vente. C'est-à-dire que donc, j'envoie 6 mois avant le congé, avant l'expiration du bail, j'envoie mon congé avec offre de vente en tant que propriétaire. Mon locataire reçoit ce congé avec une offre de vente. Il a 2 mois pour dire « Ok, je préempte ». S'il préempte, il a un délai de 2 mois à compter du moment où il a accepté pour signer l'acte de vente. S'il recourt à un emprunt, ce délai est doublé. Et donc, il a 4 mois, ce qui semble assez logique quand on voit les délais bancaires actuels pour laisser le temps au locataire de trouver un financement pour acheter le bien qu'il loue et sur lequel il souhaite devenir propriétaire. Ok. Mais son droit, il s'ouvre dès que tu notifies 6 mois avant ou il y a une période pendant laquelle son droit il s'ouvre et il doit activer sa préemption ? À compter de la réception en fait, de l'offre de vente avec le congé pour vendre, le locataire a un délai de 2 mois pour se prononcer. S'il ne se prononce pas, il est censé avoir renoncé à ce droit de préemption et du coup, il sera censé quitter les lieux à l'expiration du congé, donc à la date anniversaire du bail, et il devra donc quitter les lieux à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le mec te dit non, je veux pas acheter, donc le locataire dit non, je veux pas acheter. Toi tu vends en l'état avant la fin de sa période et que finalement il ne part pas et il te dit moi finalement je reviens sur ma décision, je veux acheter. Alors il n'est pas interdit de vendre avec un locataire dedans, que je vende soit loué, ça peut aussi intéresser les acquéreurs,
ou je peux vendre en expliquant à mon acquéreur que pour l'instant il y a un locataire, que je lui ai déjà donné un congé pour vente, congé qui n'a pas accepté, Ouais. et du coup que mon acquéreur est informé qu'il récupérera le bien libre d'ici quelques mois. Que se passe-t-il si le locataire finalement ne part pas ? Il se retrouve tout simplement occupant sans droit ni titre, et c'est l'acquéreur qui devra en faire son affaire personnelle, à moins que l'acquéreur ne souhaite pas courir ce risque et demande à différer le transfert de propriété, donc la signature de l'acte définitif de vente, après le départ du locataire. Ok. On sait qu'en pratique, on est plutôt sur des délais de 3-4 mois entre une promesse et une vente, mais rien n'empêche conventionnellement de prévoir un délai plus long. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes du côté acquéreur, c'est plutôt rassurant de se dire dans ce cas-là, on va peut-être attendre que le locataire justement soit parti après l'expiration donc du bail, Ouais. pour être certain de récupérer un bien libre de toute occupation. Bon, du coup, si je comprends bien, ça vaut pas forcément le coup de lui donner le congé plus tôt, genre 9 mois à l'avance, parce que si je comprends ce que tu me dis, Nuno, le droit de préemption ne s'ouvre qu'à partir des 6 mois avant la fin du bail. Exactement. En fait, le congé ne produit effet que à la date d'expiration du bail, et le droit en fait va s'ouvrir 6 mois avant l'expiration du bail. Donc, si je dois résumer, même si j'envoie un congé pour vente avec une offre de vente à mon locataire en place, même si je l'envoie 9 mois à l'avance, eh bien, ce congé et l'offre de vente ne commencent à produire effet que 6 mois avant l'expiration du bail. Et à compter de cette date, donc je prends la fin de mon bail moins 6 mois, c'est le point de départ des 2 mois au cours desquels le locataire bénéficie de cette offre de vente et peut se positionner soit en acceptant cette offre de vente, soit en la refusant. Donc, exemple très concret de risque que je peux prendre, je vends un bien avec un locataire à l'intérieur, je lui notifie, parce que mon bail se termine que dans 9 mois, je suis pressé, je lui notifie, il me fait un email, non, je veux pas acheter, c'est bon. Au final, il peut quand même revenir dessus 2 mois après ou 3 mois après, quand il est dans ce délai de 2 mois qu'il a pour préempter, alors que moi j'ai vendu entre-temps ou j'ai signé un compromis entre-temps, en me disant, attention Coco, moi je t'ai pas répondu officiellement durant ce délai-là, donc maintenant je veux acheter, tu peux plus vendre à ton acquéreur. Exactement, en fait, on ne peut pas renoncer à un droit qui n'est pas encore ouvert. Or, le droit ne s'ouvre que 6 mois avant l'expiration du bail. Donc, même s'il a renoncé à son droit de préemption avant l'arrivée de ces 6 mois, eh bien, cette renonciation n'est pas valable, et donc le locataire pourrait valablement demander au propriétaire de lui repurger en fait son droit de préemption à juste titre, car son droit s'ouvre 6 mois avant l'expiration du bail pour un délai de 2 mois. Alors que tu peux avoir vendu le bien en fait, toi entre-temps. Exactement. Si tu l'as fait trop tôt. Ouais. Donc là, tu es quand même un peu dans la merde, quoi. Mais surtout pour l'acquéreur, en fait, qui se retrouve avec un locataire en place alors qu'il pensait peut-être acheter un bien vide de toute occupation. Donc là, l'acquéreur peut se retourner contre le vendeur ou pas du tout ? Ah, clairement, contre le vendeur et peut-être même contre le professionnel qui aura instrumenté, car c'est l'intérêt de se faire représenter dans ce type d'acte de vente, c'est que le professionnel qui va intervenir, quel qu'il soit, est censé regarder la validité, bien entendu, du congé qui a été adressé au locataire. Si le congé est nul, le locataire peut rester en place. Ok. Donc un conseil, passez un petit coup de fil à votre notaire si vous voulez effectivement valider que le congé est bien délivré dans les bons délais, de la bonne manière, etc. par votre huissier. Parce que ça aussi, je crois que c'est un sujet, non, sur la délivrance du congé, tu peux pas le faire en recommandé. Exactement. Alors, en soi, on doit faire une forme extrajudiciaire. Bien entendu, la signification par exploit d'huissier est le seul mode de signification qui est incontestable. Donc, on recommande, même si ça va vous coûter peut-être 150, 200 euros de signification, au moins vous êtes certain que ça ne sera pas contestable, ni sur la date de remise, ni sur la personne qui a signé. Donc on n'envoie pas un congé en recommandé comme ça de son propre chef. Je veux vendre, je vous donne congé, est-ce que vous voulez acheter quoi ? À déconseiller. Ouais, ok. Bon, très intéressant. Alors on revient sur la préemption. Ok, mon locataire préempte, il achète, donc il est obligé d'acheter au même prix. Oui. Qui est dans le congé. Si entre-temps j'ai une négo de prix, je dois lui repurger un congé ? Alors, c'est-à-dire que... Enfin, un droit de préemption. Alors, en réalité, 3 cas de figure. Premier cas de figure, le locataire préempte, donc aux conditions, et notamment au prix qui est stipulé dans le congé avec l'offre de vente. Pas de difficulté si le locataire va au bout et achète le bien. Deuxième cas de figure, le locataire vous dit « Ok, je suis intéressé,
mais ton prix il est trop élevé. Là, conventionnellement, rien n'empêche aux propriétaires et aux locataires de se mettre d'accord sur un prix de vente inférieur et on passe donc sur une vente en direct par le propriétaire au profit du locataire à un prix inférieur à celui du congé. Le troisième cas de figure, c'est celui où le locataire n'a pas accepté car il estimait qu'il n'était pas intéressé ou peut-être que le prix lui semblait trop élevé et vous vendez donc le bien en pensant que votre locataire va partir, sauf que finalement vous n'arrivez pas à vendre au prix qui était convenu dans l'offre de vente contenue dans le congé. Et dans ce cas-là, eh bien, votre locataire bénéficie de ce qu'on appelle un droit de préemption subsidiaire. Car si vous vendez à un prix inférieur à celui qui était indiqué dans son congé, eh bien, le locataire doit être informé et bénéficie à nouveau d'un droit de préemption. Et là, ça lui renouvelle donc pour toujours 2 mois ? Non, cette fois, le droit de préemption subsidiaire du locataire est d'1 mois uniquement. Et je précise qu'on doit lui purger ce droit de préemption subsidiaire, même s'il a quitté les lieux entre-temps. Ok, ouais, donc assez touchy comme truc quand même, à bien vérifier. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse et qui du coup se disent une fois que j'ai délivré le premier congé au prix au public, on va dire, même si j'ai eu de la négo, je le repurge pas et puis on espère que le locataire sera pas au courant et que l'acquéreur nous embêtera pas là-dessus. Exactement, alors il faut faire très attention parce que la mauvaise purge du droit de préemption, donc c'est la nullité du congé, d'accord ? Et c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver qu'un locataire qui demande la réintégration ou qui pourrait même aller jusqu'à demander la nullité de la vente. Donc très, très dangereux. Donc bien entendu, on vérifie. On ne passe pas ça sous silence. On informe bien entendu aussi bien l'acquéreur que les professionnels qui vont intervenir dans le cadre de la vente. Et même si votre locataire est parti entre-temps, vous devez lui renotifier. Alors ça peut être compliqué, Julien, et je recommande donc à tout le monde, lorsque vous avez un locataire qui s'en va, n'hésitez pas à lui demander ses nouvelles coordonnées, parce que sinon vous allez être bien embêté, pouvoir repurger le droit de préemption subsidiaire si finalement vous vendez à un prix inférieur, alors que vous ne savez pas où il est votre locataire. Comment vous faites pour lui repurger? Ça devient complexe. Il y a toute une procédure auprès de la mairie et à la dernière adresse connue. Donc petit tips, demandez la nouvelle adresse de votre locataire. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs de demander l'adresse à un locataire. L'état des lieux était un peu chaud. Ils sont venus à 3. Bon, genre, ils étaient un peu chauds pour récupérer le dépôt de garantie. Première chose que je lui demande, c'est parce que quand tu remplis l'état des lieux, c'est nous pour future adresse. Il me dit quoi? Pourquoi tu veux mon adresse? Mais je lui dis en fait, je veux votre adresse pour vous envoyer le chèque. Je lui dis sinon, je fais comment? Bon, au final, je lui ai rien envoyé parce qu'il avait tout saccagé. Mais du coup, effectivement, il y a des mecs qui veulent pas te filer la nouvelle adresse. Tu vois, ils disent mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait, ma nouvelle adresse? Mais c'est très bien la solution que tu as adoptée, c'est-à-dire que quand tu lui demandes son adresse pour lui envoyer des sous, en général, il sera plus enclin à te la donner, cette adresse. Voilà, exactement. Donc, ok, bon, ça c'est très, très, très clair. D'autres cas de droit de préemption qui pourraient être complexes à appréhender? Oui, alors on a 2 cas notamment qui se présentent assez fréquemment pour les investisseurs. On va parler de vente en bloc et à contrario de vente à la découpe. Notamment lorsque je vends un immeuble de plus de 5 lots. D'accord. Eh bien, donc, ça veut dire 6. Exactement. Si c'est 5 lots. 5 lots, ça ne s'applique pas. C'est à partir de 6 lots. 6 lots, d'ailleurs, à usage d'habitation, d'accord, ou mixte. D'accord. Ça peut être de l'habitation et du professionnel. Voilà. Mais si c'est des locaux commerciaux seuls, ça ne s'applique pas? Non, ça ne s'applique pas. Donc dans ce cas-là, on compte en réalité dans l'immeuble, on va compter le nombre de logements, d'accord. Petite précision, parce qu'on a eu le cas en pratique, on ne compte que les logements considérés comme des logements décents. Donc si vous avez un bien qui n'est pas décent parce qu'il ne remplit pas les normes de décence, eh bien, il n'est pas comptabilisé comme logement. Et parfois, ça peut suffire en fait à faire en sorte que vous passiez sous la barre des 6 lots et à exclure ce droit de préemption. Bon, s'il n'est pas décent, on va dire qu'on part du principe qu'il n'est pas loué, mais là, on est vraiment sur 6 lots, même s'ils ne sont pas loués. Même s'il y en a 2 qui sont loués, il faut purger le droit sur 2. Exactement. En fait, on ne regarde pas le nombre de logements loués, on regarde le nombre de logements de l'immeuble vendu. Donc, on parle ici de la vente d'immeubles en bloc. Donc, je vends un immeuble entier. Monopropriété. Exactement. Immeuble qui contient plus de 5 logements, même si tu n'en as qu'un ou 2 qui sont loués, peu importe. Tu vois, moi j'ai le cas, par exemple, sur un dossier en cours qui m'a valu quelques discussions sur une signature. Mon vendeur est dans ce cas-là. Donc, il a 6 lots, en l'occurrence, d'habitation, sur un très gros immeuble, dont un lot qui est sa résidence principale. Problème étant qu'il veut ventiler le prix de manière à ce que sa résidence principale
forcément compte davantage par rapport au locatif, pour des raisons de plus-value évidentes. Mhm. Le problème, c'est que ça minimise le prix des appartements et que potentiellement, les locataires actuels peuvent se porter acquéreurs puisque ça va le minimiser en dessous du marché. Donc ça va être des bonnes affaires pour les locataires actuels. Sauf que s'il fait ça, il rentre en copropriété. Et donc du coup, moi, j'achète plus parce que ça m'intéresse plus. Bien Moi, sûr. le but, c'est d'acheter en bloc pour diviser derrière et créer des logements. Et en plus, lui, il se retrouve aussi en copropriété derrière à devoir vendre un morceau à quelqu'un, un autre morceau à quelqu'un, un autre morceau à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ça ? Donc si j'entends bien, aujourd'hui j'ai un propriétaire d'un ensemble immobilier, il occupe lui l'un des logements, il y a ensuite 5 autres logements ou plus, donc on est bien dans le cas où il y a bien plus de 5 logements dans C'est l'ensemble ça. immobilier qui est vendu en Il bloc. a une RP et 5 locatifs dedans. Ok, et dans le prix, en fait, il souhaite ventiler entre la partie qu'il occupe à titre de résidence principale pour être exonéré de plus-value et le reste. Alors le reste sera ventilé en ensemble, hein, il n'a pas besoin de ventiler appartement par appartement. Et comment il peut purger le droit envers chaque locataire si on ne donne pas un prix d'appartement ? Alors, lorsqu'on est sur la vente d'immeubles en bloc, en fait, je dois reproduire dans le droit de préemption qui va être purgé en fait à mon locataire, je lui notifie le droit de préemption avec les conditions de la vente dans sa totalité, en une seule fois, avec l'indication du prix et des conditions de la vente uniquement pour le local qui est occupé par le locataire qui bénéficie du droit de préemption. C'est-à-dire que le propriétaire doit, dans ce cas-là, vraiment pousser son raisonnement. Il doit même aller jusqu'à préparer un règlement de copropriété, alors qu'il ne souhaite pas vendre en copropriété. Donc, il va faire les frais avec un géomètre de l'établissement d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété. Et souvent, pour déterminer la valeur de chacun des lots, et notamment des lots qui sont occupés par le locataire bénéficiant d'un droit de préemption, on va regarder justement les tantièmes. On va faire un calcul en fait au prorata, soit du nombre de mètres carrés, soit des tantièmes, ce qui me permet de déterminer la valeur du lot en fait qui bénéficie pour le locataire du droit de préemption. Ouais, sauf que là, le propriétaire, en l'occurrence, lui, ça, ce qui l'intéresse, c'est de surgonfler la valorisation de la résidence principale pour justement être exonéré au maximum sur cette enveloppe globale. Et donc, ça minimise vraiment les prix du locatif, donc de manière plus importante que s'il faisait au mètre carré par rapport à des tantièmes. Et donc, un risque que vraiment les locataires préemptent. Il est certain que ce sont des vases communicants. On part d'un prix global. Si je gonfle la partie RP, je diminue la partie qui n'est pas la RP. Derrière, il reste assez libre sur la ventilation entre les autres lots qui ne sont pas sa résidence principale. Je ne sais pas si tous les lots sont occupés. Oui, d'accord. Peut-être qu'il peut maximiser en fait le lot qui est occupé. Ouais. Alors attention, parce que il faut pas non plus, il faut que ça reste cohérent vis-à-vis de l'administration fiscale. Il faut que je puisse justifier au sein d'un même immeuble que j'ai moi le bien comme par hasard que j'occupe qui vaut plus cher que les autres et que le bien qui est occupé par mon locataire est plus cher que le bien qui est vide. Ça me semble pas très cohérent vis-à-vis de l'administration fiscale. Et ce qu'il faut dire à ce propriétaire, c'est que on peut pas gagner à chaque coup. Donc à un moment donné, il doit voir quel est son intérêt principal. Est-ce que son intérêt principal, c'est d'optimiser sa plus-value ou est-ce que son intérêt principal est de vendre l'ensemble sans risquer une préemption par un locataire. Après, de toute façon, on va le voir, Julien, il y a des cas d'exception quand même à ce droit de préemption et peut-être que la solution elle réside là avec le nouvel acquéreur. Tu peux nous en dire plus sur ça ? Alors, dès lors que le nouvel acquéreur prend l'engagement de prorogation des baux pour une durée d'au moins 6 ans à compter de la signature, donc à compter de son acquisition, eh bien, on peut exclure le droit de préemption des locataires dans ce cas de la vente d'un immeuble en bloc, immeuble qui contient donc plus de 5 logements. Et peut-être que dans ton exemple, Julien, la solution est ici, c'est-à-dire que l'acquéreur, s'il prend l'engagement de conservation de ses locataires avec un réengagement et une prorogation des baux en cours pour 6 ans, eh bien, on n'aura plus à purger le droit de préemption des locataires. Donc, je n'aurai plus de ventilation à faire en faveur des locataires. J'aurai une ventilation que fiscale entre la partie donc occupée à titre de résidence principale bénéficiant de l'exonération de plus-value et l'autre partie qui ne bénéficie pas de l'exonération, qui sera taxée donc à l'imposition à la plus-value immobilière. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est moi qui ai pris l'engagement. Du coup, ça a permis de ne pas purger le droit de préemption des locataires, effectivement. Mais par contre, moi, du coup, ça me bloque un peu, dans le sens où quand je veux revendre les lots, comme je dois revendre dans les 5 ans et que de toute façon, je proroge pendant 6 ans, déjà, je sais que je vais revendre potentiellement louer si le locataire ne parte pas. Et donc, je vais
je vais vendre forcément moins cher puisqu'il y aura une décote parce que les logements seront loués. En plus, c'est loué en nu, etc. Donc, fiscalement, je sais que ce sera moins intéressant pour mes acquéreurs. Mais effectivement, j'ai pris ça parce que sinon, je ne faisais pas l'acquisition. Puisque le vendeur, lui, n'était pas prêt, justement, à prendre le risque de se retrouver en copro et de ne plus pouvoir vendre son truc, quoi, clairement. Parce que lui, créer la copro, faire le règlement, etc. Et du coup, rénover des parties communes aussi, chose que nous, on allait faire derrière. Lui, il l'aurait jamais fait. Donc, en fait, il aurait encore plus dévalorisé son truc. Voilà. Petite précision d'ailleurs à ce sujet, Julien, lorsque je m'engage à proroger les baux en cours de 6 ans, c'est pour les locataires en place. Ouais. C'est-à-dire que si finalement, entre-temps, au cours des 6 années, il y a un locataire qui part, le nouveau locataire ne bénéficie pas de cette durée de 6 ans. Ouais. Il repart sur une durée classique du bail, soit bail meublé, donc 1 an, soit bail nu, 3 ans si je suis propriétaire en personne physique, ou par contre, n'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure, 6 ans quand même si je suis propriétaire en personne morale. Ouais, tout à fait. Ok. Et tu me confirmes que c'est bien 6 ans de prorogation à partir de la signature de l'acte, pas à partir de la fin de la période triennale en cours. Exactement, en fait, on prend un nouveau délai qui commence à courir à compter de l'acquisition par le nouvel acquéreur. Ok. Peu importe où j'en suis de ma période triennale en cours, etc. et du renouvellement. Tout à fait. Ok, excellent. Bon, très bien. Donc ça, c'est dans le cas d'un... Donc on a vu le cas d'un appartement classique. Hein, voilà, j'ai un appartement, j'ai un lot. On a vu le cas d'un immeuble en bloc qui comprend plus de 5 logements, donc à savoir au minimum 6 logements ou plus. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a moins ? Donc a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de droit de préemption. Ça veut dire que même si tu as 4 locataires et que tu vas en bloc, tu n'es pas obligé de purger le droit. Tu peux vendre à qui tu veux sans purger de droit, c'est ça ? Voilà, alors encore une fois, on va regarder le nombre de logements et non pas le nombre de locataires, comme on le disait tout à l'heure. Oui, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que si je vends un immeuble qui contient 4 logements, ce droit de préemption en cas de vente d'immeuble en bloc ne s'applique pas. Et donc, je n'ai pas de notification à faire spécifique aux locataires. Je vais vendre un bien qui est loué, tout simplement. Et l'acquéreur va reprendre les baux en cours. C'est quand même hyper, je trouve... hyper restrictif parce que tu te dis, admettons, tu as un immeuble, c'est bon, il s'est vidé d'année en année parce que tu voulais le vendre, etc. Mais tu as toujours un locataire qui est là alors que tu as 15 lots dans l'immeuble, tu as 14 lots qui sont vides, tu as un truc. Tu peux te retrouver à devoir créer une copropriété si un seul des locataires, du coup, active son droit de préemption, quoi. Exactement, avec tous les frais que cela engendre, parce que il faut pas oublier que lorsque je mets en plus en copropriété pour la première fois un immeuble qui a plus de 15 ans, je dois, outre les diagnostics habituels, faire ce qu'on appelle un DTG, un diagnostic technique global, qui est obligatoire avant la mise en copropriété. Diagnostic technique global qui coûte quelques milliers d'euros, et en plus qui va probablement engendrer des travaux nécessaires en fonction de l'âge de l'immeuble et de l'état de l'immeuble. Et ça peut clairement soit faire peur à mon futur acquéreur, ou soit engendrer une négociation du prix en fonction justement des conclusions de ce DTG. Ouais, ok. Ouais, donc c'est quand même une sacrée galère, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer ? Peut-être trouver des négos avec ces locataires-là aussi pour les faire partir. Comment on peut transiger d'ailleurs officiellement ? Parce que bon, on entend beaucoup, souvent des investisseurs qui disent oui, j'ai négocié avec mon locataire, mais comment elle se fait dans les faits officiellement cette transaction ? Alors, dans les faits, on fait un acte de résiliation anticipée du bail, et c'est purement conventionnel, c'est-à-dire que les parties se mettent d'accord sur les conséquences de cette résiliation anticipée. Il peut bien entendu y avoir une contrepartie, d'accord, quelle qu'elle soit, qui va être déterminée entre les parties. Donc la contrepartie, c'est souvent financier, en termes de nombre de loyer, nombre de mois de loyer. Par exemple. Bon, très bien. Tu parlais d'un troisième cas de préemption. Et oui, et donc nous allons maintenant aborder la vente à la découpe. Cette fois, je suis propriétaire d'un ensemble immobilier et je vais vendre et je vais diviser donc cet ensemble immobilier en plusieurs lots pour la première fois. C'est-à-dire que je vais mettre en copropriété et je vais vendre des lots issus de cette division d'immeubles. Et bien dans ce cas-là, ça fait naître un nouveau droit de préemption donc au profit du locataire en place. Et comme tout à l'heure, je dois adresser donc à mon locataire une offre de vente et ce locataire bénéficie à nouveau d'un délai de 2 mois pour préempter. Alors là, je trouve que c'est un peu moins risqué dans le sens où, allez, je suis marchand de biens, parce que c'est ça qui arrive souvent. Je suis marchand de biens, j'ai acheté en monopropriété. Je revends à la découpe, donc j'ai des locataires en place. Je purge. Mais bon, là, je vais purger un droit avec un prix de vente de marché. Donc au final, pour moi, bon, à moins que j'ai vraiment envie de vendre ce lot-là à cette personne-là et que c'était déjà identifié en pré-commercialisation, par exemple,
finalement, j'ai pas trop de sujets. Je vais vendre au prix où j'avais envie que j'avais envie de vendre, quoi. Je trouve que le risque est quand même assez moindre que quand tu es déjà propriétaire du truc depuis des années, que tu dois ventiler entre plusieurs lots, que tu te retrouves en copro. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que... Je confirme ton point de vue, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je vois pas trop le risque ici pour le propriétaire vendeur. C'est-à-dire que bon, dans le pire des cas, s'il a une préemption, il va pas vendre à son acquéreur qu'il avait identifié, il va vendre au locataire en place. Ça change rien financièrement ni fiscalement pour le propriétaire vendeur, donc pas de difficulté. Encore une fois, ici, le but du législateur est de protéger le locataire en place pour lui permettre d'accéder à la propriété et de rester tout simplement propriétaire du bien qu'il occupe déjà lui-même. Ouais, mais c'est très compréhensible. Par contre, j'ai une question qui me vient. Donc, je reprends mon exemple. Moi, j'ai pris l'engagement de proroger. Donc, j'achète la monopropriété. Moi, mon but, c'est de mettre en copro. Est-ce que je dois repurger ce délai alors que j'ai déjà pris l'engagement sur ces lots-là ? Et oui, à ton tour, tu étais donc acquéreur, tu deviens propriétaire-vendeur, et si toi-même tu veux vendre à la découpe, tu dois à nouveau purger ce nouveau droit de préemption au profit des locataires en place. Et donc pour chaque locataire en place, tu devras adresser une offre de vente, et chaque locataire aura ce délai de 2 mois pour se positionner. Mais même si je suis en pleine période triennale, peu importe la période, etc. Là, j'ai pas besoin de respecter les 6 mois de préavis comme congé pour vente. Et non, c'est différent. Tout à fait, parce que là, il s'agit donc de la première vente après mise en copropriété, donc après division d'un ensemble immobilier entier. Ok, très intéressant. Je pense que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas du tout connaissance de tout ça. Moi-même, je survolais un peu le truc, tu vois, mais j'ai vraiment des données erronées dans ma tête. Donc je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a des spécificités que tu voudrais ajouter sur le droit de préemption là ? Non, juste bien rappeler que dans tous les cas, il s'agit ici de droits de préemption privés qui viennent s'exercer de manière subsidiaire, donc après le droit de préemption public qui, lui, bien entendu, prévaut. D'accord ? Donc, il est bien évident que si, dans le cadre, par exemple, du droit de préemption public qui est purgé via l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner à la mairie, eh bien, si la mairie préempte, le locataire donc ne passera pas avant la mairie. Très clair. Bon. Merci beaucoup pour cette capsule très enrichissante, longue capsule au final, tu vois, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Merci Nuno pour tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Merci à tous d'avoir écouté. Si jamais c'est pas très clair, n'hésitez pas à rembobiner, comme les magnétoscopes à l'époque. N'hésitez pas à rembobiner ou à mettre au ralenti pour écouter, bien réécouter, etc. C'est très très intéressant. N'hésitez pas à revenir aussi là-dessus dès que vous avez une problématique et surtout n'hésitez pas à appeler votre notaire si vous avez des questions sur tous ces sujets. Exactement. Merci à toi Julien, merci à tous et à très vite. À très vite, ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.